Dans le traitement du cancer colorectal, la chimiothérapie est presque incontournable. Celle-ci peut être prescrite à toutes les étapes de la maladie. Pour en apprendre plus, je reçois le docteur Hilmi. Il est oncologue médical à l'Institut Curie à Paris. Bonjour docteur Hilmi. Bonjour Céline. Qu'est-ce que la chimiothérapie et surtout à quoi elle sert ? Alors déjà pour expliquer la chimiothérapie, il faut comprendre ce qu'est le cancer. Donc le cancer, c'est une maladie de la cellule qui prolifère de manière incontrôlée. Et donc la chimiothérapie, c'est une classe de médicaments qui permet de contrôler cette prolifération excessive. Donc ça a un effet sur les cellules directement qui prolifèrent rapidement. C'est un effet cytotoxique, ça peut tuer les cellules à prolifération rapide. Et dans le cadre du cancer colorectal par exemple, on a 3 types de chimiothérapie. Le 5-fluoruracil, qui est aussi appelé 5-FU pour que ce soit plus simple, l'oxaliplatine et l'irinotécan. C'est les 3 principales chimiothérapies. Est-ce qu'on a toujours recours à la chimiothérapie lorsque un patient a un cancer colorectal ? Alors, c'est pas toujours le cas. Par exemple, quand on a un cancer du côlon, pour séparer du cancer du rectum, on a accès à la chimiothérapie uniquement en cas de haut risque de rechute, notamment quand l'analyse de la pièce opératoire montre qu'il y a des ganglions qui sont envahis, et donc un risque de rechute qui est plus élevé. On va donner une chimiothérapie dite adjuvante, post-opératoire, pour faire diminuer le risque de rechute. Et donc c'est une durée qui va de 3 à 6 mois. Concernant le cancer du rectum, c'est un peu différent. On donne plutôt la chimiothérapie en néo-adjuvant, c'est-à-dire en préopératoire, pour diminuer la taille de la tumeur, pour que le chirurgien puisse plus facilement opérer. Et très souvent, c'est en concomitant à la radiothérapie. Et on peut aussi la donner en post-opératoire dans le cancer du rectum, mais ça va dépendre du type de protocole utilisé et puis de l'analyse de la pièce opératoire. Et enfin, il y a les cancers du côlon et du rectum qui sont un peu avancés et que le chirurgien ne peut pas opérer parce qu'il y a des lésions à distance non opérables. Et dans ces cas-là, la chimiothérapie est donnée pour augmenter la quantité de vie, mais aussi et surtout la qualité de vie. Et donc c'est le contexte, les 3 types de contextes où on peut donner de la chimiothérapie. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment se déroule une séance de chimiothérapie et puis combien il faut de séances ? Alors déjà, il y a des prérequis avant de débuter la chimiothérapie. Il y a une pose de cathéter qui doit être faite. Donc c'est un porte-à-cath. Donc c'est un petit boîtier qui est posé sous la peau. Il y a un tuyau qui est abouché dans les grosses veines du cœur pour éviter les piqûres répétées. Il y a également une prise de sang qui est réalisée avant chaque chimiothérapie qui vérifie le bilan du foie, le bilan du rein, les globules. Et puis, pour le cancer colorectal spécifiquement, et pour le 5-FU, on fait le DPD dans le sang. On regarde le DPD, qui est une enzyme qui métabolise le 5-FU. Et comme il y a 10% de la population qui a une baisse du DPD, il faut vérifier que le DPD soit bien là. Et en cas de baisse du DPD, on peut contre-indiquer le 5-FU ou même abaisser les doses. Pour la chimiothérapie en elle-même, elle se fait par voie intraveineuse la plupart du temps. Et donc c'est en hôpital de jour que les patients viennent, sur la demi-journée environ. On branche leur chimiothérapie. Et puis, les 3 produits peuvent être administrés, soit un produit, soit 2 produits, soit 3 produits. Pour le 5-FU spécifiquement, les patients repartent à la maison avec un diffuseur qui sera enlevé 2 jours plus tard par un infirmier ou une infirmière à la maison. Et en moyenne, c'est combien de séances ? Quand on le donne en post-opératoire, ça va de 3 à 6 mois. Et donc, comme c'est tous les 15 jours, c'est entre 6 et 12 cycles de chimiothérapie. Quand c'est pour des phases avancées, donc des phases qui peuvent être métastatiques, dans ces cas-là, c'est des traitements qui sont au plus long cours, qui peuvent des fois durer quelques années, mais on peut faire des pauses de traitement pour faire aussi souffler les patients en fonction du contexte de la maladie. Quels sont les effets secondaires de ces différentes chimiothérapies ? Est-ce qu'on perd systématiquement ses cheveux, par exemple ? Alors, c'est pas systématique. Les effets secondaires, il y a déjà des effets secondaires communs aux chimiothérapies, notamment la fatigue, la toxicité sur les globules, donc que ce soit les globules blancs, les globules rouges ou les plaquettes. Donc une baisse des plaquettes, ça peut entraîner des saignements. Une baisse des globules blancs, ça peut entraîner de la fièvre et des infections. Et il y a également des nausées et des vomissements qui peuvent survenir. Pour le 5-FU, ça a une toxicité un peu plus spécifique, c'est-à-dire que ça peut donner, par exemple, des syndromes main-pied. Donc c'est une inflammation des paumes et des plantes. Ça peut donner une inflammation au niveau de la bouche avec des aftes. Concernant l'oxaliplatine, c'est une toxicité neurologique particulière. Ça va toucher les nerfs de manière cumulative, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des cycles, les nerfs vont être de plus en plus touchés. Et donc ça peut être des fourmillements des mains et des pieds qui augmentent avec le froid. Et puis l'irinotécan, qui est la dernière chimiothérapie, ça donne plus particulièrement des diarrhées qui peuvent être importantes. Et également, ça peut faire tomber les cheveux. Donc parmi les 3, c'est surtout l'irinotécan qui peut faire tomber les cheveux. Est-ce qu'il y a des soins de support que le patient ou la patiente peut utiliser en amont, pendant la chimio ou après ? Oui, alors ça c'est très important pour prévenir les effets secondaires et les gérer aussi quand ils surviennent. Donc tout d'abord pour la fatigue, ce qu'on recommande c'est de pratiquer de l'activité physique de manière adaptée, idéalement avec un professionnel de santé formé à ça.
Pour tout ce qui est toxicité sur les globules, donc tout d'abord les globules blancs, on pratique des injections de stimulateurs de globules blancs en fonction du contexte de la chimiothérapie et de l'état du patient pour justement éviter qu'il y ait une baisse des globules blancs et diminuer le risque de fièvre et d'infection. Pour les globules rouges, on peut administrer également de l'EPO pour permettre de diminuer le risque de baisse des globules rouges. Et pour les plaquettes, si c'est trop bas, on peut transfuser en plaquettes, comme pour les globules rouges. Pour ce qui est des nausées et des vomissements, il y a des médicaments qui servent à gérer les nausées et les vomissements. Je pense notamment aux Zofren et à l'Emen, par exemple, qui sont 2 molécules qui sont administrées le jour de la chimiothérapie, le lendemain et le surlendemain. Et si ça ne suffit pas, il y a d'autres médicaments comme le Primperan et le Vogalène qui peuvent être utiles pour diminuer le risque de nausées et de vomissements. Concernant le syndrome main-pied, on peut mettre des crèmes pour éviter que ça survienne, mais on peut également donner des crèmes à base de cortisone une fois que c'est là pour diminuer l'inflammation. Pour ce qui est des diarrhées, on peut donner des antidiarrhéiques type Smecta, Surfan, l'Imodium est le médicament qui marche le mieux. Et pour la toxicité neurologique, il est très important de la signaler quand elle devient un peu trop importante pour qu'on puisse diminuer les doses, voire arrêter ce médicament. Sinon, les séquelles risquent de devenir irréversibles au niveau neurologique. Vers quel professionnel de santé un patient ou une patiente peut se tourner s'il a des craintes par rapport à la chimiothérapie? Alors, c'est vrai que le premier acteur qui intervient, c'est l'oncologue médical, puisqu'on est la personne qui donne l'information au patient de la maladie, plus de la toxicité des traitements qui peuvent survenir, comment les gérer. Donc forcément, il s'ensuit une série de questions et puis de craintes potentielles. Donc on est vraiment le premier interlocuteur. Et au cours des soins, le personnel infirmier va vraiment être au contact du patient pendant l'administration du traitement. Donc souvent, les patients posent beaucoup de questions aussi au personnel infirmier. Et si besoin, le personnel infirmier nous fait remonter au personnel médical. Il y a aussi du personnel un peu plus spécialisé, je pense notamment aux diététiciens, diététiciennes, pour tout ce qui est ingesta, pour tout ce qui est crainte de perte de poids, etc. Donc là, le diététicien va avoir un rôle important pour répondre à ces questions spécifiques, par exemple. Que diriez-vous à un patient ou une patiente qui s'apprête à recevoir de la chimiothérapie qui a un cancer colorectal? Alors déjà, ce qui est très important, c'est d'expliquer pourquoi on fait de la chimiothérapie, quel est le but de la chimiothérapie. Donc en fonction du contexte post-opératoire, on va bien expliquer que c'est pour diminuer le risque de rechute. En cas de contexte préopératoire, c'est pour aider le chirurgien. Et en cas de contexte métastatique, c'est pour améliorer la qualité de vie et puis aussi la quantité de vie pour transformer le cancer en maladie chronique. Donc on va déjà expliquer bien les bénéfices aux patients. Une fois qu'on a expliqué les bénéfices, on va vraiment parler des prérequis, revenir sur les prérequis nécessaires pour administrer la chimiothérapie en toute sécurité. Et puis on va également parler du fonctionnement de l'hôpital, notamment l'hôpital de jour, où va être administrée la chimiothérapie. Et puis on va parler de tous les soins de support qui sont autour et de comment gérer les potentiels effets secondaires qui peuvent survenir. Et donc après, on s'adapte aussi à chaque patient, c'est-à-dire que les patients peuvent avoir des questions différentes en fonction de ce qu'ils connaissent déjà, ce qu'ils ont déjà lu. Et donc on va vraiment s'adapter à leurs questions, quoi. Docteur Hilmi, vous êtes donc oncologue médical, vous pratiquez à l'Institut Curie et en parallèle, vous faites aussi des études en bioinformatique. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors la bioinformatique, c'est du domaine de la recherche surtout. Et en fait, c'est simplement l'analyse de données biologiques, donc ADN, ARN, protéines par exemple, particulièrement adaptées au domaine de la cancérologie. Et donc c'est l'analyse de ces données par des méthodes informatiques. Donc ça demande des compétences biologiques, informatiques, mais aussi statistiques. Et donc le fait d'avoir une activité médicale à côté permet de lier des compétences médicales afin de poser des questions scientifiques un peu plus adaptées aux patients et aux problématiques du patient. Par exemple, à l'Institut Curie, on a un essai clinique dans le cancer du pancréas qui regarde si l'ARN de la tumeur du patient permet de prédire la sensibilité à un type de chimiothérapie plutôt qu'à un autre. Et donc ça, c'est en cours d'évaluation à l'Institut Curie. Donc c'est un bon exemple de croisement entre la bioinformatique et la médecine. Merci pour vos conseils. Avec plaisir.